Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Samedi 19 janvier, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions, voici les titres. Une semaine de marche en direction de Paris pour 2 gilets jaunes Braga, ils font le bilan dans cette première partie de journal. Point sur l'année qui vient de s'écouler, perspective pour l'année à venir, découvrez les vœux du 1052. Lire à haute voix pour faire voyager ou plonger dans le passé, rencontre avec l'atelier lecture à voix haute à Saint-Dizier. Le festival de photos de Montier-en-Der décidé à perdurer, quelle solution pour faire face aux mauvais chiffres de 2018 ? Et la ville de Saint-Dizier innove dans sa manière de communiquer, zoom sur les panneaux lumineux qui habillent le centre-ville. Denis Collinet et Raymond Arévalo avaient pris la route mercredi dernier à pied avec un objectif en tête, interpeller le gouvernement. Ces gilets jaunes avaient pour ambition d'aller jusqu'à Paris et tenter d'être reçus à l'Elysée ou encore à Matignon. Une semaine après leur départ, les voilà rentrés en terre bragarde. Le moment pour nous de faire un point sur eux, sur cette aventure extraordinaire où ils ont pu échanger avec d'autres gilets jaunes venus de toute la France, Julien Carré et Nicolas Fontaine. C'est sous les applaudissements des Gilets jaunes que les deux marcheurs bragards, Denis Collinet et Raymond Arévalo, ont été accueillis ce mercredi 16 janvier, place Aristide-Briand. Après une semaine de marche, les deux Gilets jaunes ont parcouru environ 245 km pour arriver jusque Paris. On l'a dit, on l'a fait! Ouais! Les deux manifestants espéraient être reçus par le palais de l'Elysée ou encore Matignon, mais en vain. C'était très difficile, mais on a rencontré des personnes formidables. Des gilets jaunes, des personnes qui nous ont hébergés, qui soutiennent aussi les... C'était vraiment des gens formidables. On a même arrivé à un restaurant, je ne sais plus, c'était Brie-sur-Marne, un petit restaurant, une brasserie comme ça, on a mangé, on a bu un petit demi, on a bu le café. Quand la femme m'a reconnu, la patronne m'a reconnu, elle m'a dit je vous en fais cadeau, on expliquait un peu ce qu'on faisait, on est reparti, elle avait les larmes aux yeux. C'est super, c'est génial, des trucs comme ça c'est génial. On a rencontré des personnes formidables. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, ça a vachement rapproché les gens, on s'est retrouvés. Les gens se sont retrouvés, c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Non, on fera des autres actions, on y réfléchit, mais toujours dans la légalité. Et puis voilà quoi, pour avoir un impact le plus possible pour le mouvement. On était bloqués par la police parce qu'ils nous suivaient depuis un bout de temps. On bloquait la police à la place de la Concorde. Et puis de là, c'est eux qui ont fait des démarches pour qu'on puisse aller à l'Elysée. Je les ai écoutés au téléphone, à Matignon aussi. Malheureusement, on n'a pas été reçu. Il fallait faire un courrier avec accusé de réception avant. Alors ce qu'on va faire, nous, je vais faire un petit reportage de ce que tu as fait, le périple là, et l'envoyer directement à l'Elysée. Pour montrer vraiment que, on est déterminés, c'est sûr. Malgré le fait qu'ils n'ont pas été reçus, Denis et Raymond ne perdent pas espoir. Au contraire, cette expérience leur restera gravée à tout jamais et a permis pour eux de revenir avec des idées plein la tête pour faire perdurer le combat qu'ils mènent depuis le début avec les Gilets jaunes. Une démarche et un courage salués par tous, malgré une réponse muette du gouvernement, les Gilets jaunes continueront de montrer leur mobilisation. Le service départemental d'incendie et de secours au Marnais présentait ce jeudi ses vœux pour 2019. Les missions de cet établissement public sont nombreuses: prévention, protection, lutte contre les incendies, protection des personnes, des biens, de l'environnement ou encore les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents ou de sinistres ou encore les catastrophes naturelles. Le moment de remercier les différents acteurs et d'évoquer l'année à venir. C'était donc ce jeudi à Chaumont, mais aussi le moment de rendre hommage aux 3 personnes décédés dans l'exercice de leurs fonctions ces dernières semaines. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. La tradition des vœux de début d'année n'a pas échappé aux sapeurs-pompiers au Marnais, puisque ce jeudi soir, c'est une trentaine de personnes qui s'est réunie au sein de la cité des sapeurs-pompiers de Chaumont. L'occasion notamment de remettre des médailles d'honneur et galons aux pompiers méritants, mais aussi de remettre une médaille pour acte de courage et dévouement à un jeune pompier volontaire, suite à une opération de sauvetage et de mise en sécurité qui a permis de sauver la vie à 2 personnes. Cette médaille a été remise par le secrétaire général de la préfecture haut-marnaise et par délégation du Premier ministre.
Le rassemblement des troupes au sein du centre de secours Chaumonté a permis au directeur départemental d'adresser une pensée aux soldats du feu morts en service, qu'ils soient haut-marnais ou français. Une vocation qui parfois met sa vie en péril, comme ce fut malheureusement le cas du sergent Simon Cartanaz et du caporal Nathanaël Josselin, tous deux morts samedi 12 janvier dans une terrible explosion à Paris. Effectivement, ce soir nous avons pu récompenser certains sapeurs-pompiers. Certains ont reçu des médailles pour leur engagement particulier. Nous avons eu notamment une médaille pour acte de courage et dévouement. Nous avons eu des médailles d'honneur pour service exceptionnel. Et puis des médailles également pour ancienneté qui témoignent de la continuité de l'engagement des sapeurs-pompiers. Certains autres sapeurs-pompiers ont reçu des diplômes qui viennent sanctionner l'effort de formation qui est fait en continu. Alors actuellement, nous avons 1272 sapeurs-pompiers volontaires en Haute-Marne, 133 sapeurs-pompiers professionnels et bien entendu, nous cherchons toujours à recruter des sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer nos rangs. Puisque 80% de la réponse est assurée uniquement par des sapeurs-pompiers volontaires. Cette année 2019 fut une année mouvementée pour le service départemental d'incendie et de secours puisque ce ne fut pas moins de 15 000 interventions réalisées dans le département et de nombreux projets qui ont vu le jour, notamment la construction de la nouvelle caserne de Joinville et l'agrandissement de celle de Chevillon. Du côté formation, le SDIS vient de se doter d'un outil de pointe, des caissons d'entraînement en feu réel dont l'inauguration s'est déroulée ce jeudi soir en présence d'André Noireau, président du conseil d'administration du SDIS, et de Nicolas Lacroix, président du conseil départemental. À côté, les sapeurs-pompiers sont partout sur le territoire. Évidemment, le conseil départemental est partenaire du SDIS, à la fois dans ses investissements et dans son fonctionnement. Partenaire avec les communes, bien entendu, parce qu'il y a un partage entre les collectivités, entre le groupe communal et intercommunal et le département. À côté, au-delà du fonctionnement effectivement sur lequel nous accompagnons le SDIS, nous accompagnons les investissements avec le GIP d'ailleurs, tous les investissements de nos casernes parce qu'il faut moderniser en permanence les outils, les bâtiments mais également le matériel roulant. Et donc le département est vraiment le partenaire de tout ce qui tourne autour de l'investissement et bien sûr du fonctionnement. C'est un outil essentiel pour un territoire rural comme le département, être présent partout, dans toutes les communes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les interventions des sapeurs-pompiers, c'est plus de 80% de secours à la personne. Donc nous devons vraiment être performants et n'avoir aucune défaillance dans l'intervention des sapeurs-pompiers. Cette cérémonie s'est clôturée avec la diffusion officielle du nouveau logo des pompiers haut-marnais en lien avec celui du département. Connaissez-vous les ateliers de lecture à voix haute? Ce dispositif mis en place par l'agglomération de Saint-Dizier est composé d'une dizaine d'adultes à travers des exercices d'articulation et d'élocution. Ils se perfectionnent pour offrir des lectures à voix haute comme à la nuit du musée. Julien Carré et Nicolas Fontaine les ont rencontrés au pôle associatif de Vergy. La communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire-et-Blaise propose un jeudi par mois un atelier pour apprendre à lire à haute voix. Cet atelier est animé par Pascal Rousselot, médiatrice culturelle, et rassemble en moyenne une dizaine de personnes. Le principe, c'est on fait des exercices un petit peu comme au théâtre, on fait nos gammes, et on s'exerce à la lecture à haute voix. Et puis on participe à différents projets que nous mettons soit nous-mêmes en place, soit en accompagnant des propositions, par exemple comme demain, le musée qui nous invite pour la nuit de la lecture. Ces ateliers sont destinés à des personnes libres le jeudi après-midi, et c'est un jeudi après-midi par mois. Soit c'est des textes de notre choix, soit c'est des textes sur des projets précis. Par exemple, on termine demain un projet qu'on avait commencé depuis le mois de septembre, qui était les lectures d'un témoin de la Grande Guerre de 14-18 à Saint-Dizier. La pratique de la lecture à voix haute favorise la rencontre et le dialogue et permet également d'acquérir une aisance pour la prise de parole auprès de toutes sortes de publics. Chaque séance de lecture est commencée par quelques petits exercices d'articulation afin de faire marcher les mandibules, mais aussi par la lecture de quelques dialogues absurdes. Alors ça fait 3 ans, je crois, que l'atelier existe et que je participe occasionnellement. Enfin, comme c'est une fois par mois, ça va, c'est pas trop contraignant. Et puis ça nous permet de faire des petites activités ponctuelles, enfin des projets ponctuels sur la ville. C'est très intéressant, c'est pas très contraignant.
Et voilà, bon, c'est le prolongement, je fais partie de Lire et Faire Lire depuis 18 ans. Et donc j'aime lire, j'ai l'habitude de lire aux enfants. Bon, ça change un peu, c'est du public adulte la plupart du temps. Et on fait des tas de recherches, ça me permet de plonger dans pas mal de lectures que je ne lirais pas forcément aux enfants. Donc. C'est surtout d'avoir un texte qui n'a pas trop de sens, qui est difficile, mais on fait des choses parfois difficiles en atelier, parce que le jour où on lit un vrai texte en public, justement, ça nous donne plus d'aisance, plus de confort. Ces ateliers mensuels et gratuits se déroulent en toute simplicité et convivialité au pôle associatif de Saint-Dizier. Posée cette semaine sur les réseaux sociaux de Puissance Télévisions, la question de la semaine vous demandait si vous comptiez venir à la prochaine édition du Festival de la photo de Montier-en-Der. Vos réponses sont non à 47%, oui à 36% et 17% ne se prononcent pas. Et justement, 2018 n'était pas une année des records pour le Festival de la photo de Montier-en-Der. Les organisateurs notent en effet une baisse d'affluence en raison des manifestations des Gilets jaunes le 17 novembre dernier. Pour que perdure le festival, l'organisation a donc décidé de faire un appel à la générosité des festivaliers en mettant en place une collecte participative. Un sujet réalisé par Julien Carré, Jérémy Vitry et Pauline Cusac. Le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der a connu sa première édition en 1997 et depuis ce jour, le festival rencontre un vif succès chaque année. Mais en novembre 2018, le festival a décidé de prendre un parti pris, celui de l'écologie sans négliger sa ligne éditoriale, la nature et les animaux. Je crois que les photographes eux-mêmes nous incitent à montrer et mettre le doigt sur les problèmes de notre planète qui sont vraiment de plus en plus aigus. La biodiversité est vraiment en danger, en réel danger, puisqu'il y a des espèces qui disparaissent. Cependant, cette année, le festival a fait face à un problème d'envergure, celui du mouvement national des Gilets jaunes qui a fortement fait diminuer la fréquentation du festival. Suite à une baisse de 12% des bénéfices, les organisateurs ont décidé de rebondir en créant une cagnotte participative. Des festivaliers qui nous ont proposé de faire un financement participatif pour essayer de récupérer une partie des pertes. Grâce à cette collecte, le festival peut ainsi voir l'avenir sous de meilleurs augures, avec pour thème la forêt et l'Asie. Les festivaliers vous donnent donc rendez-vous en novembre prochain. La ville de Saint-Dizier s'illumine, je parle bien sûr des panneaux de communication mis en place sur la place Aristide Briand de Saint-Dizier ou encore l'avenue Pierre Bérégovoy. Un nouveau moyen de communication avec les bragards que nous présente Quentin Brière, il est directeur de cabinet auprès du maire de Saint-Dizier. Vous les avez peut-être remarqués, des panneaux lumineux se sont installés place Aristide Briand et avenue Bérégovoy. Ce dispositif est donc un moyen pour les associations de communiquer gratuitement, mais pas que. Rue Gambetta, il y avait un certain nombre de banderoles qui étaient placées par les associations pour faire valoir leurs événements. Je sais pas, des portes ouvertes, une assemblée générale, plein de petites choses. Ces banderoles-là, on trouvait que visuellement, elles n'étaient pas forcément intéressantes et par ailleurs, elles représentaient un coût pour les associations. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mettre un panneau lumineux pour communiquer en centre-ville. Et ce panneau lumineux offre en fait énormément de possibilités, bien plus riches, bien plus réactives que les banderoles qu'on a sur la rue Gambetta. Il y a tous les piétons, mais il y a aussi les voitures qui passent devant. Donc les piétons, on voit bien qu'ils s'arrêtent, ils regardent, c'est assez intéressant. C'est des gros panneaux quand même. Pour les voitures, il y a un flux très important qui passe devant, puisque c'est à la fois visible par les voitures qui arrivent de l'avenue Marius-Cartier, mais aussi par celles qui arrivent de la rue de la République. Donc il y a un flux quand même beaucoup plus gros que ce qu'on peut avoir pour les banderoles de la rue Gambetta. Ça permet de faire de la vidéo, voilà, c'est un vrai outil, j'allais dire pas pour la ville en tant qu'institution, mais vraiment pour les bragards, pour qu'ils communiquent aux bragards. Donc désormais, pour être au courant de toute l'actualité bragarde, pensez à lever la tête.
C'est la fin de votre JT, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info sur Puissance Télévisions. D'ici là, très bon week-end à tous.